Bonsoir, merci d'être présent sur ce live consacré ce soir au métier de l'ostéopathie, au métier ostéopathe et aux formations qui permettent de devenir ostéopathe. Alors pour répondre à ces questions, nous recevons ce soir Gilles Decoux, qui est directeur pédagogique à l'ISOP. Alors vous nous présenterez tout à l'heure votre école. Et Romain Legros, qui est étudiant en 5e année à l'ISOP, donc en dernière année. Gilles Decoux, si on pouvait déjà tout de suite dire qu'est-ce que le métier d'ostéopathe? Alors, un ostéopathe est un praticien de santé qui se sert uniquement de ses mains pour tester et pour traiter les patients qu'il reçoit. J'aime bien citer une phrase du fondateur du registre des ostéopathes de France qui disait « L'ostéopathie, c'est une médecine générale manuelle ». C'est-à-dire que ça résume un petit peu tout ce qu'on doit faire. On doit avoir des connaissances médicales assez poussées, mais aussi avoir une dextérité, une qualité palpatoire au service de nos traitements et de nos patients. Alors l'ostéopathie en fait est un métier assez ancien, mais en même temps assez récent finalement dans le catalogue des formations. Alors les manipulations entre guillemets datent de la nuit des temps, datent des Grecs, datent d'avant Jésus-Christ, mais les concepts ostéopathiques a été créé en 1874 par un Américain qui s'appelait Steele et qui a vraiment lancé et défini le concept de globalité et de traitement ostéopathique. Alors est-ce que l'ostéopathie aujourd'hui est reconnue comme un métier à part entière? Est-ce qu'il a toute sa place aujourd'hui dans le dispositif de la santé? Absolument. Pendant longtemps, il est resté tout à fait hors la loi et en parallèle du dispositif de santé. Mais depuis 2002, l'ostéopathie a été reconnue officiellement en tant que pratique, que pratique thérapeutique. Et en 2007, les décrets d'application nous ont donné véritablement le droit d'exercer en France l'ostéopathie. Alors, pour revenir avec ce que vous disiez sur ce métier des mains, Pierre nous pose une question. Quelle est la différence entre l'ostéopathie, la chiropractie et le métier de kiné? C'est quoi la différence fondamentale entre eux? D'abord avec la kiné, le kinésithérapeute est un auxiliaire de santé qui ne travaille que sur prescription médicale. Donc il fait ce qu'on lui demande et il doit rendre des comptes au médecin qui lui prescrit les séances qu'il doit faire. L'ostéopathie est un métier de première intention, c'est-à-dire que les patients peuvent venir nous consulter en première intention sans passer par leur médecin, sans avoir d'ordonnance pour se faire traiter en ostéopathie. Et la grosse différence aussi, c'est que c'est dans le concept de globalité. Le kinésithérapeute aura tendance à s'intéresser qu'à la région douloureuse et nous avons un concept de globalité qui prend en charge toutes les composantes physiques et psychologiques du corps qui permet de détecter le moindre dysfonctionnement en rapport avec la douleur. Alors vous, Romain, vous êtes en 5e année de ce cursus. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir au départ ce métier? Puis si vous pouvez nous rappeler brièvement votre parcours. Alors je sors d'un bac S scientifique, donc avec option SVT. Je me suis engagé tout de suite en médecine parce que j'avais pas encore je connaissais pas très bien l'ostéopathie. Je le connaissais à travers mes camarades qui sont rentrés tout de suite et au fur et à mesure, au fil des années dans l'école. Aussi le fait que l'ostéopathie n'était pas encore vraiment reconnue à l'époque. Mes parents n'étaient pas forcément pour le fait de participer à mes études et au bout de 5 ans de ne pas avoir forcément un diplôme reconnu. Donc je suis rentré en médecine parce que je voulais travailler dans le milieu médical, paramédical. Après 2 premières années où j'ai pas réussi à avoir mon concours, à la fin de la première année, je me suis intéressé vraiment à qu'est-ce que j'allais pouvoir faire au cas où malheureusement je n'y arrivais pas, ça marcherait pas. Et là, l'ostéopathie s'est avéré quelque chose qui m'a énormément plu, le fait de pouvoir traiter tout ce qui était douleur chronique et un petit peu aiguë partout avec mes mains, c'est vraiment quelque chose qui m'a séduit dans ce métier-là. Et c'est pour ça que je suis rentré dedans. Alors on reviendra un petit peu après sur le cursus. Vous avez dit qu'à l'origine vous aviez un bac S. C'est le sésame obligatoire pour faire des études d'ostéopathie, le bac S? C'est pas le sésame obligatoire, le minimum requis, c'est le bac.
Maintenant, il est évident que ceux qui ont fait un bac S ou un peu à visée scientifique sont un peu plus avantagés parce que les matières qu'ils vont avoir dans les premières années sont des matières très très scientifiques. Mais nous avons de très belles réussites dans nos études de bac littéraire et de bac aussi généraux, enfin d'autres bacs. Donc c'est le bac ou l'équivalent du bac, mais c'est pas un bac S obligatoire. Alors, il y a une question qui est un petit peu confusante et perturbante pour tous les jeunes qui sont intéressés par ce métier, c'est la durée des études. Alors d'un côté, il y a des formations en 5 ans, du type de celle que vous proposez, et puis on entend parler de formations en 3 ans qui formeraient exactement le même métier. Alors la vérité, elle est où ? Alors, ils formeraient peut-être au même métier, mais pas du tout aux mêmes compétences. Parce que lorsque les décrets sont sortis en 2007, l'État a défini un nombre d'heures minimum pour former un ostéopathe. Et à ce moment-là, toutes les écoles, les anciennes écoles traditionnelles, se sont réunies et ont dit 3 ans, c'est impossible de former correctement un ostéopathe en 3 ans. Donc elles ont décidé de perdurer, de continuer leur cursus sur 5 ans. Et nous sommes encore sur un cursus sur 5 ans. Et je pense que c'est un des critères de qualité, de compétences professionnelles, c'est un minimum de 5 ans d'études. Donc vous déconseillez vraiment formellement à des étudiants qui seraient tentés par des cursus en 3 ans de les suivre ? Formellement. Ce cursus officiellement, donc le vôtre dure 5 ans, réellement, est-ce qu'il ne dure pas un peu plus ? Est-ce qu'on peut redoubler une année ? Bien sûr. Alors, certaines écoles font des concours d'entrée, certaines écoles font des concours à la fin de la première année. Nous sélectionnons, entre guillemets, sur le niveau, c'est-à-dire qu'on peut très bien échouer en fin de première année, et on peut très bien, le conseil pédagogique peut très bien ne pas vous autoriser à redoubler si on vous juge vraiment en dessous des résultats attendus, mais vous pouvez aussi redoubler. Ça, c'est à la discrétion du conseil pédagogique en fonction de vos notes, de votre dossier et de votre volonté de continuer ou pas. Romain, je voudrais revenir sur cette notion de 3 ans ou 5 ans, parce que c'est vraiment une des questions qui hélas, revient souvent. Vous êtes en 5e année, donc vous avez fait vos 5 ans de formation. Vous imaginez si vous n'aviez eu que 3 ans ? Je me suis posé la question au bout de la 3e année, enfin arrivé à la fin de ma 3e année, est-ce que si j'avais choisi une école en 3 ans, est-ce que j'aurais pu m'installer ou pas ? Et il s'est avéré que je me sentais pas du tout prêt à recevoir des patients de manière autonome, en toute sécurité pour lui comme pour moi, et avoir des résultats au bout de 3 ans. Je me sentais pas du tout prêt. Ma main, je la sentais pas assez développée pour ça. Il m'arrive encore maintenant, même en 5e année, lors des traitements, d'avoir des difficultés pour ressentir certaines choses. Donc en 3 ans, je pense que ça reste assez difficile. Là, vous avez beaucoup parlé de la manipulation des mains, vous nous parlez encore des mains. Est-ce qu'il faut au départ avoir un don ? Est-ce qu'il faut vraiment avoir quelque chose un petit peu différent des autres, ou finalement c'est quelque chose qu'on va développer parce qu'on l'a en nous ? Moi, je pense que on a tous des capacités de développement de certaines de notre palpation, de notre sens palpatoire. Seulement, on le développe pas parce qu'on n'a pas l'occasion de le développer. C'est comme un nez, c'est comme l'ouïe, c'est comme le goût. Et on insiste beaucoup dans notre école sur l'apprentissage palpatoire et l'éducation palpatoire, parce que dès la première année d'études, qui est consacrée certes aux sciences fondamentales, mais elle est toujours couplée avec l'apprentissage de la main et la palpation. L'anatomie est couplée avec de l'anatomie palpatoire, et la biomécanique est couplée avec de la mobilisation. Donc on a tout de suite ce développement. Après, peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus doués au départ que d'autres dans cette agilité manuelle, dans cette palpation, mais au bout du bout, je pense que sur les 5 ans, on arrive à former quelqu'un de qualité au niveau de la main. On a plusieurs questions d'internautes sur l'organisation pratique du cursus, comment se déroulent ces 5 ans, la décomposition de ces 5 années. Alors sans rentrer peut-être trop dans le détail, parce que ça serait peut-être un peu compliqué, si vous pouviez peut-être juste nous expliquer la grande décomposition de ce cursus, et puis Romain, si vous voulez rajouter quelque chose après, sur la manière dont vous l'avez vécu concrètement dans l'école. Il y a trois grands niveaux. Le niveau 1, c'est l'apprentissage du fonctionnement de l'homme sain.
c'est-à-dire physiologie, anatomie, biomécanique, comment vous fonctionnez, comment on fonctionne normalement. Et puis le niveau 2, c'est comment on dysfonctionne, c'est-à-dire l'apprentissage de toutes les pathologies qui peuvent survenir sur un être humain. Et parallèlement à ce niveau 2, bien sûr, l'apprentissage de l'approche ostéopathique, de tous les diagnostics ostéopathiques, les diagnostics différentiels, les diagnostics d'exclusion, et bien évidemment l'apprentissage des techniques ostéopathiques. Et le troisième niveau, c'est l'application clinique, c'est-à-dire que à ce moment-là, on voit à l'intérieur de l'école, on reçoit des patients au sein d'un dispensaire clinique pour vraiment commencer à traiter et à appliquer ce qu'on a appris. Alors justement, parce qu'on a une question, on nous demande, avez-vous une clinique dans laquelle les étudiants peuvent pratiquer l'ostéopathie ? C'est indispensable. C'est un critère indispensable pour le choix d'une école. Notre clinique ostéopathique, elle est attachée à l'école et les étudiants ont 10 mètres à faire pour aller en clinique. Ils y vont toutes les semaines, ils traitent des patients, ils font des suivis de patients et ça, c'est quelque chose d'indispensable. Alors ce sont des patients, je vais dire, normaux qui viennent d'où ? Absolument, c'est des patients normaux. Alors, ils ont des avantages par rapport à une consultation ostéopathique libérale, c'est-à-dire qu'ils payent 10 € la séance, ils payent un abonnement annuel de 10 € et moyennant quoi, ils vont se faire traiter par des étudiants de fin de cursus, de 4e et 5e année, sous la direction, bien sûr, d'un enseignant clinique, c'est-à-dire un des enseignants de l'école, un ou plusieurs enseignants de l'école. Parce que à ça, je rajouterai aussi que les cliniques, on commence à partir de la 2e année sur les étudiants de l'école avec les traitements ostéopathiques généraux, avec les TOG, qui permettent vraiment de se familiariser avec le box, l'endroit où on va travailler, notre table de pratique, de recevoir un patient. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable dès la 2e année de pouvoir essayer de soulager les patients et de se familiariser avec le métier qu'on va faire plus tard. Et ça, on le continue au fur et à mesure sur la 2e, 3e année. Et après, on rentre vraiment dans le proprement dit traitement ostéopathique de vrais patients à partir de la 4e année. Est-ce qu'on peut dire à peu près quelle est la part de pratique et quelle est la part de théorie ? Alors, les premières années, on est à 70% de théorie et 30% de pratique, puisqu'on a surtout les matières fondamentales à acquérir. Et puis progressivement, ça s'inverse et on arrive certainement en fin de cursus à l'inverse, c'est-à-dire peut-être 70% de pratique et 30% de théorie. C'est à peu près la ligne, elle se fait d'une façon progressive, bien évidemment. Alors, on a Thierry qui nous demande si ce métier peut être exercé dans le domaine public, à l'hôpital, ou si c'est vraiment un métier... Alors, pour le moment, il n'existe pas de statut encore de l'ostéopathe salarié à l'hôpital. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup maintenant de confrères qui sont attachés à des cliniques ou qui viennent en vacation dans certains hôpitaux et qui commencent à travailler dans les services hospitaliers ou les cliniques. Surtout beaucoup en maternité, en obstétrique et aussi un de nos anciens étudiants qui a ouvert une consultation dans un service d'urgence. Donc tout ça, ça commence à s'ouvrir. Sylvie nous demande si vous avez une charte Erasmus qui permet des échanges avec l'international. Alors, on n'a pas de charte Erasmus en tant que charte Erasmus. On a des partenaires internationaux avec lesquels on lit des conventions et on a des projets pour envoyer des étudiants en échange d'étudiants dans d'autres pays, notamment la Russie, puisqu'on vient de signer un accord très important avec une école d'ostéopathie russe et une université russe qui serait prêt à accueillir dans le cadre d'échanges. Et aussi, on est en ce moment en train de monter un partenariat avec une école belge qui nous permettrait aussi de faire un échange d'étudiants et d'enseignants. On a une question de Marc qui est en première année de médecine et qui nous demande est-ce qu'il existe des passerelles entre éventuellement sa formation et votre établissement. Et question à laquelle j'en rajouterai une autre, est-ce qu'il existe des niveaux d'admission différents que le niveau d'admission terminale ? Non, il n'y a pas de passerelle. Pour le moment, il n'existe pas de passerelle, puisque la plupart des écoles ostéopathiques sont des écoles privées, elles ne sont pas encore rattachées au système universitaire, et on y travaille d'ailleurs, mais il n'y a pas de passerelle pour le moment. Donc vous arrivez, que vous ayez fait 2 années de médecine, ou que vous ayez fait 3 années d'autre chose, que vous ayez le bac, vous commencez dès la première année, pour la bonne raison que dès la première année, on introduit des techniques ostéopathiques, c'est-à-dire la palpation, l'apprentissage de la main, et ça, on ne peut pas le chanter. On est obligé d'y passer, c'est incontournable dans le cursus.
On a une question sur le coût de la formation. On est tous à peu près, c'est une formation privée, des écoles privées, on est aux alentours de 7 800 € par an. C'est un investissement important pour vous? Oui, il faut avoir soit la chance d'avoir des gens, enfin dans sa famille qui puissent participer au financement des études. Soit je sais que les banques sont quand même assez conciliantes là-dessus pour nous favoriser des prêts étudiants. On a d'ailleurs des accords avec certaines banques par rapport à notre école. Par rapport à ça, moi je sais que j'ai beaucoup d'amis à moi qui travaillent à côté pour pouvoir payer leurs études, et à ça, c'est compatible. On peut à la fois faire ses études et en même temps travailler à côté. Justement, l'avantage de l'école, c'est que c'est réparti sur 4 jours. L'enseignement est réparti sur 4 jours, avec obligatoirement un week-end de 3 jours. Soit le vendredi pour les premières, deuxième années, si je me trompe pas, et le lundi pour les 3, 4, 5, ce qui permet d'avoir au moins une journée à temps complet pour travailler, vraiment, ou pour les personnes qui habitent loin, pouvoir rentrer chez eux, parce que l'attachement est quand même important pour étudier. Pour étudier aussi, bien entendu. On a une question, en fait on en a même deux, qui tournent autour du même thème, qui sont finalement, quels sont les critères pour choisir une école? Il y a beaucoup de formations pour le métier d'ostéopathe. Vous avez parlé tout à l'heure de la problématique, on a parlé de la problématique 3 ans ou 5 ans, qui est déjà un critère de choix. Mais là, on a une jeune fille qui nous dit, oui, mais moi, je choisis comment? Alors, c'est un fait qu'en 2007, lorsque l'État a reconnu l'ostéopathie et la formation ostéopathique, les écoles ont poussé comme des champignons dans le paysage ostéopathique français. Et on arrive maintenant à une aberration, c'est-à-dire plus de 70 écoles agréées en France, avec certainement des critères d'agrément qui sont quelquefois très discutables, notamment au niveau de l'ancienneté, des locaux, au niveau d'une clinique, enfin bon. Nous faisons partie des anciennes écoles. Notre école a été créée en 1998. Elle est issue d'une première école qui date de 1987. Donc, je crois qu'un des premiers critères, c'est l'ancienneté de l'école. C'est les 5 ans d'études, comme vous l'avez dit. C'est une limitation du nombre d'étudiants par promo, parce que ça, c'est très important. Il y a beaucoup d'écoles qui se sont créées et qui ont engrangé 100, 150, 200 étudiants par promo, ce qui est une aberration pédagogique, non seulement une aberration pédagogique, mais ça tue la profession d'ostéopathe, puisque ça inonde le marché d'ostéopathe, donc alors, avec des difficultés. On reparlera des débouchés tout à l'heure. Tout à fait. Donc, un des choix critères, c'est limitation du nombre d'étudiants en première année, me Combien paraît. Eh ben, nous, on tourne entre 50 et 60 étudiants maximum par promo. Donc ça, c'est important. Ensuite, la clinique, donc avoir une clinique qui est attenante, qui est attachée à l'établissement. Et puis, l'ancienneté et l'expérience des enseignants. Nous, on n'a rien à cacher. La liste de nos enseignants sont sur notre site, ce qui est assez rare. Et voilà, on a une certaine réputation d'expérience au niveau de l'enseignement. On a notre directeur d'école a 30 ans d'enseignement derrière lui. Est-ce que ça compte la notion de réseau quand on est diplômé d'une école d'ostéopathie? Le réseau, il est toujours intéressant d'avoir des partenariats et donc, c'est ce que vous voulez dire, de former un réseau entre écoles? De former un réseau d'anciens d'ostéopathes qui sont déjà en place. Un réseau d'anciens. Alors oui, on essaye de cultiver ce qu'on appelle de garder des contacts avec nos anciens diplômés à travers ce que j'ai appelé moi un SAD, un service après diplôme, c'est-à-dire qu'on essaye à travers des questionnaires d'envoyer régulièrement à nos anciens diplômés pour savoir ce qu'ils sont devenus, comment ils travaillent, quelles sont leurs difficultés. On leur demande d'ailleurs de faire appel à nous en cas de difficultés administratives ou professionnelles. Et on a un esprit, et ça y est, je pense que Romain vous le confirmera, un esprit famille, un esprit vraiment d'encadrement très très proche de nos étudiants. Justement, Romain, ça vous a plu, vous, cette taille humaine? C'est un de vos critères de sélection? C'est vraiment le critère qui a fait que je suis venu dans cette école, parce que tous les échos que je pouvais avoir autour, donc comme je le disais tout à l'heure, de par mes amis qui étaient déjà rentrés dans cette école, le fait qu'on soit pas beaucoup par promo, on fait quand même une formation en 5 ans qui est assez long. Il faut quand même avoir des affinités créées, que ça soit entre les promos et dans notre promo pour pouvoir s'entraider entre nous. Il n'est pas rare que
aux pauses ou enfin pendant les pauses du midi, des premières années viennent nous voir, que ce soit deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année, pour les aider dans leur pratique. Et c'est le fameux terme de compagnonnage qui est vraiment important et que je pense qu'on retrouve que dans les petites écoles, qu'on ne peut pas retrouver dans vraiment des grands établissements. Voilà. Alors, vous êtes sur des promotions à taille humaine, donc ça c'est ce qui vous plaît. Mais est-ce qu'en même temps vous avez une vraie vie étudiante? Ah oui, ça pour avoir été pendant 3 ans au bureau des étudiants, dont une année en tant que président, on fait en sorte que les études sont quand même importantes. Il faut savoir travailler, surtout dans les premières années où c'est beaucoup de théorie. Et à côté de ça, il faut savoir aussi s'aérer l'esprit pour vraiment bien enregistrer, emmagasiner le tout, pardon. Et oui, la vie étudiante est quand même importante, avec des organisations de soirées actives. On a compris qu'il y avait une vie étudiante sur le campus. On a une question un peu technique de Grégoire qui nous demande si la formation est de la même durée en Belgique. Ah, tout à fait. Ça tombe bien parce que ce matin, on avait une réunion avec un directeur d'une école belge avec lequel on est en train de tisser des liens et de former un partenariat. Et ils sont aussi sur un format de 5 ans, post-bac. Et ils sont même un peu plus loin et je pense qu'ils vont même masteriser leur diplôme et on serait sans doute partie prenante dans ce premier master en ostéopathie. Justement, parce que là vous parlez de master, on rappelle que la formation est de niveau Bac+5, mais pour autant... Voilà. Il n'existe pas encore en France de master en ostéopathie, puisqu'on n'a pas de formation dans l'université. Et les Belges sont un petit peu plus avancés que nous dans ce domaine, et c'est pour ça qu'on se rapproche d'eux, parce que je pense que le partenariat pourrait nous permettre d'arriver à un master en ostéopathie. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans le circuit que vont découvrir tous les terminales dans quelques semaines, qui est le circuit APB. Non, effectivement, tout simplement parce qu'on pensait que ce circuit était réservé uniquement aux études universitaire, donc j'ai appris effectivement qu'on pouvait faire une demande pour rentrer dans ce circuit, pourquoi pas. Tout à l'heure, on a parlé des perspectives de débouchés, on a parlé de l'investissement important que représentent ces études, et on a Sophie qui nous dit « J'entends dire que le marché est saturé, est-ce vrai ?» Alors, 2007, reconnaissance de l'ostéopathie, un pic énorme vers les études d'ostéopathie, qui fait que des écoles sont créées, on rentrait un nombre incroyable d'étudiants et donc on inonde progressivement le marché en ostéopathie. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sort en ostéopathie. Maintenant, le bon côté des choses, c'est qu'on parle ostéopathie, on en parle de plus en plus. Et plus on forme d'ostéopathes, plus les gens vont vers l'ostéopathie. Moi, je suis le premier à le constater. J'ai beau avoir 25 ans de métier derrière moi, le fait qu'il y ait tout d'un coup plein d'ostéopathes qui s'installent ne m'a pas fait baisser ma clientèle, bien au contraire. Donc, peut-être que le début sera difficile, comme dans tout métier finalement, quand on s'installe pour un jeune diplômé. Mais je pense qu'à moyen ou long terme, on a encore un gros potentiel en France pour soigner en ostéopathie. On estime à 20 millions de Français qui se sont fait traiter déjà en ostéopathie. On est 70 millions, il en reste 50, étant donné qu'on peut traiter de la naissance jusqu'au 4e âge. Est-ce qu'on ne retrouve pas pour l'ostéopathie la même problématique peut-être que dans d'autres cas, c'est-à-dire une surreprésentation dans certaines régions et puis des potentialités pour s'établir dans d'autres? Tout à fait. Alors à l'école, on affiche régulièrement la carte de France et la distribution des ostéopathes par région. Donc les étudiants savent très bien que dans telle région c'est saturé, dans telle autre il y a encore de la place. Donc le choix de l'emplacement futur est primordial. Il faut faire une étude de marché pour savoir vraiment où est le besoin, où ils vont pouvoir démarrer. Et là, dans nos enquêtes, nous, de nos anciens diplômés, on a de tout. On en a qui galèrent, c'est vrai, qui ont du mal à démarrer. Et il y en a qui démarrent en 1 ou 2 ans en flèche. Donc c'est très disparate en fonction de... Comment vous voyez les prochaines années, Romain? Parce que vous allez finir vos études là, à la fin de l'année. Comment ça se passe? Vous allez partir en province? Vous allez acheter une patientèle, comme vous diriez? Alors, je pense... Enfin, c'est comme tout, il faut commencer par rechercher où est-ce qu'on va pouvoir s'installer. En fonction des... c'est un phénomène, je ne sais pas si c'est un phénomène de mode ou pas, mais il y a beaucoup de cliniques, de maisons de santé pluridisciplinaires qui se forment un peu partout.
peut-être par l'appel du manque de médecins aussi. Enfin, et en fonction de ça, ils recherchent, les ostéopathes arrivent à s'installer dans ces maisons de santé là. Donc moi, c'est ce que je suis en train de rechercher, ce qui est en train de se faire. Si malheureusement ça ne peut pas se faire dans le coin de la Seine-et-Marne où je veux aller, je partirai dans des provinces où il n'existe pas beaucoup d'ostéopathes pour pouvoir vraiment travailler, quoi. Je voudrais revenir à l'exercice du métier. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce métier? Ou comment vous l'imaginez? Moi, c'est vraiment de pouvoir travailler partout avec ma main, sans avoir besoin d'autre chose pour soulager une personne. C'est vraiment cet attrait-là qui me plaît dans ce métier. Je rajouterais que chaque patient est unique et sur 10 mêmes pathologies, on va avoir 10 approches ostéopathiques différentes. J'ai tendance à dire qu'à chaque fois qu'un nouveau patient arrive dans mon cabinet, c'est une enquête policière qui commence, c'est rechercher la cause de ces douleurs par un interrogatoire précis, par l'examen des examens complémentaires, par la palpation, les tests, et le traitement sera différent chez chacun. Pas avoir de protocole, pas de protocole à appliquer pour une... Voilà. Ça, c'est le côté vraiment non routinier de la profession. C'est chaque patient est différent, chaque patient va avoir une approche différente, une approche ostéopathique, un traitement ostéopathique différent. Donc, vous êtes directeur pédagogique de l'école, en même temps évidemment ostéopathe. Oui. Est-ce que tous ceux qui sont à l'ISOP sont tous des praticiens? Oui, tous. De la direction jusqu'aux enseignants. On est une équipe, on a 55 enseignants et ils sont tous praticiens dans un cabinet et en même temps ils enseignent. Cathy nous demande s'il y a des stages obligatoires à l'extérieur en fait de l'école. Est-ce que les étudiants doivent aller effectivement dans un cabinet d'ostéopathe? Alors, il y a plusieurs stages possibles. Il y a des stages hospitaliers puisque nous avons des partenariats avec des hôpitaux ou des cliniques. On a notamment un partenariat avec l'université René Descartes pour faire des stages de dissection à la faculté des Saints-Pères, ce qui est une chose très intéressante à partir de la 2e année. On a des partenariats avec des services d'urgence et d'orthopédie dans certains hôpitaux. On a des partenariats avec des cliniques pédiatriques et en obstétrique. Et on a aussi des partenariats avec de l'événementiel, c'est-à-dire que tous les ans, par exemple, on encadre les solidaises, par exemple. On envoie, je ne sais pas si tu as été, mais non, j'ai pas été. On envoie 3, 4 ou 5 étudiants, encadrés bien sûr par un tuteur, pour traiter les artistes et les techniciens qui s'occupent de cet événement. Parallèlement, on a des journées de stage obligatoires dans les cabinets des professionnels, des journées d'observation, et donc pour essayer de voir toutes les facettes du métier d'ostéopathe. Et dernière chose, on a créé, à l'initiative d'ailleurs d'étudiants de l'école, ils ont créé une mission humanitaire. Ils sont partis au Sénégal l'année dernière pour traiter des enfants dans des dispensaires au Sénégal, encadrés par 2 ostéopathes de l'école. Et ça s'appelle EOM, c'est Étudiants Ostéopathes du Monde, qui a été créé par des étudiants de notre école. Vous avez fait partie d'opérations de ce type, Bourma? Non, je n'y ai pas été, parce qu'au tout début, j'étais pas très favorable à ce projet-là, parce que pour moi, c'était pas l'apport. Enfin, j'estimais que l'apport ostéopathique, c'était pas la priorité qu'il fallait apporter à ces personnes là-bas. Et au final, d'après les retours que j'ai eus, les constatations, je change d'avis. Si je pouvais le faire, je le ferais, parce que c'était une très très bonne expérience. Une expérience extraordinaire d'aller travailler là-bas avec le peu de moyens et de se servir de ses mains pour traiter autre chose que des petits bobos peut-être occidentaux. Tout à fait. Alors on revient à une question un peu plus sérieuse. On nous demande si vos professeurs, vos enseignants mènent des activités de recherche. Est-ce que ça a un sens, la recherche, dans votre domaine? Bien évidemment, parce qu'on essaye toujours de justifier ce qu'on fait, d'essayer de prouver ce qu'on fait. Le problème, c'est qu'il ne faut pas considérer la recherche avec les éléments scientifiques classiques, parce que finalement, c'est plus... une évaluation de l'amélioration d'un patient, c'est beaucoup plus complexe que une amélioration d'un élément simplement
ou d'un paramètre de notre patient. Donc la recherche est à ses débuts en ostéopathie. Et on fait des partenariats justement avec des universités pour essayer d'approfondir cette recherche, mais en gardant le concept ostéopathique de la globalité. Et c'est le but qu'on a quand on a été en Russie, où les Russes sont très 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 curieux et très friands et très partants pour faire de la recherche au niveau de l'ostéopathie. Mais aussi, on a un partenariat, par exemple, avec le département de biomécanique de l'université de Reims Champagne-Ardenne, où là, on pourra faire aussi des protocoles de recherche, je l'espère. Vous avez parlé tout à l'heure de ce qui pouvait être un critère de sélection d'une école pour ceux qui sont amenés à choisir et qui ne s'y retrouvent pas toujours entre les différentes formations qu'on leur propose. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que vous êtes vraiment différent des autres? Comment vous voyez par rapport aux autres? Sans dire que vous êtes mieux que les autres, selon vous, quelle est vraiment votre spécificité? Encore une fois, je pense que c'est l'expérience de l'équipe enseignante, grosse expérience de l'enseignement, de l'ostéopathie en général. C'est des promotions en nombre limité. Je crois que c'est vraiment un atout énorme pour un apprentissage de ce genre de métier, de ce métier en particulier. Et puis, il faut venir. Il y a une ambiance, il y a nous sommes très proches de nos étudiants. Mon bureau est porte ouverte et on a des responsables de promotion qui sont à l'écoute la moindre difficulté et qui la devancent même, puisque au résultat des premiers examens, ils vont voir les élèves en difficulté, ils n'attendent pas qu'on ait des... Je crois que c'est la caractéristique de notre école, c'est vraiment quelque chose à taille humaine. Voilà. Beaucoup à l'écoute des remontées des étudiants qui peuvent avoir des reproches ou des compliments. Enfin, je parle au niveau des questionnaires où il y a, par rapport aux assistants de cours, par rapport aux professeurs, à l'enseignement, les réunions pédagogiques où il y en a 2, 3 dans l'année, je sais plus, où justement les délégués des promotions peuvent s'exprimer au nom de la promo pour critiquer dans le sens positif comme négatif les programmes et le cadre de vie de l'école, quoi. On a plusieurs questions concernant la sélection et l'évaluation. Comment se passe la sélection à l'entrée? Donc on a bien compris qu'il fallait avoir un bac, de préférence un bac S, mais ensuite, qu'est-ce que vous demandez aux étudiants? Et ensuite, comment se passe l'évaluation au fil des années? Est-ce que c'est aussi sélectif parfois que les études de médecine est-ce qu'il y a un examen final? Voilà, comment ça se passe? Alors, au départ, on reçoit le dossier de candidature des futurs étudiants. Ils doivent nous donner leurs notes de première et de terminale. C'est important, une note de première? Oui, c'est important. Surtout beaucoup dans les remarques qui sont faites, parce que l'ostéopathie exige pas mal de boulot personnel, donc il faut une capacité de travail quand même importante. Et donc après, on a ce qu'on appelle des portes ouvertes, et lors de ces portes ouvertes, ceux qui veulent passer des tests, il y a des tests d'aptitude que l'on fait passer aux futurs étudiants. Et puis, on a un entretien. Ah, pardonnez-moi, des tests d'aptitude à quoi? Alors, les tests d'aptitude, c'est des tests qui ont été mis au point par des ostéopathes et des psychologues pour détecter la capacité d'observation d'un étudiant, ce qui est quelque chose de très important. Donc, on a des tests d'observation sur des photos, sur des choses comme ça. Des tests de manuabilité. On a aussi des tests où on leur demande de reconnaître la forme d'un os parmi d'autres. Des tests plutôt physiques, des tests tactiles, pour voir leur capacité déjà, leur première capacité comme ça. Et après, on a l'entretien avec un des cadres de l'école qui permet d'aller sonder les motivations un peu plus profondes. Notre véritable sélection, entre guillemets, elle se fait vraiment à la fin de la première année. Un chiffre, on a accepté cette année 70% en deuxième année. Il y en a 30% qu'on n'a pas accepté, sur les résultats uniquement. Soit on les a fait redoubler, soit on leur a dit, à mon avis, vous n'êtes pas fait pour ce métier. Ça s'est passé comme ça pour vous, Romain? Oui, tout à fait. Vous vous souvenez de vos tests d'aptitude? Oui, je m'en souviens très bien. Je suis passé avec mon responsable pédagogique maintenant, Monsieur Métra, et grosse pression pour rentrer, alors que en fait, c'était quelque chose qui était plaisant, donc ça glissait tout seul, quoi. Ça coulait vraiment tout seul. Ça se prépare à votre avis, ces tests? Moi, je les ai préparés. Ouais. Je les avais préparés avec mes anciens camarades qui étaient rentrés dans l'école pour savoir qu'est-ce qui m'attendait. D'accord. Et la première année s'est bien passée? Oui, pas de redoublement? Non, pas de redoublement.
J'ai été aidé par le fait d'avoir suivi les 2 premières années de médecine où j'ai vraiment appris à travailler, à emmagasiner une quantité d'informations assez importante, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé par rapport à l'enseignement, parce que la première, deuxième année, il y a vraiment beaucoup de théorie. Et non, ça s'est bien passé. Les contrôles continus, il y avait des bons résultats. Les évaluations se font par des contrôles continus réguliers dans l'année, plus 2 partiels, et avec des pratiques aussi, bien sûr, et des écrits. Pour les premières après, années. on a donc des évaluations pour passer en 2e, 3e, 4e année. Et à la fin du cursus, on a un examen clinique, c'est-à-dire qu'on doit juger l'étudiant sur une vraie prestation clinique avec un vrai patient devant un jury. Et ça, c'est l'examen final. Et on a aussi la soutenance d'un mémoire de fin d'études. Cet examen se situe quand pour vous? Le clinica se situe au mois de juin et le mémoire doit être rendu, si je ne me trompe pas, mi-mars, pour être soutenu juste après le clinica au mois de juin. Et clinica, c'est du stress? Oui, c'est du stress. On a justement, toujours par rapport à la formation, on a des cliniques, ce qu'on appelle des cliniques magistrales au sein de l'école, qui consistent à se remettre en situation d'un clinica, donc avec un professeur, quelquefois un médecin quand il a les disponibilités pour être là, et on passe devant toute la promo, on reçoit un patient, situation d'examen, on doit faire notre traitement, enfin notre anamnèse, notre traitement, débriefer auprès de tout le monde pourquoi on a fait ça, justifier, et à la fin on est jugé si oui ou non on est apte si notre traitement était pertinent ou pas. Ils sont notés tout au long de l'année dans des clinicas blancs, ce qu'on appelle clinicas blancs, qui vont compter pour un certain pourcentage de notes par rapport au clinicas final, ajouté au clinicas final. Alors ma question s'adresse à vous deux. À votre avis, quelles sont les qualités pour être un bon ostéopathe et comment vous les décelez justement, alors peut-être à travers cette thèse d'aptitude auprès de jeunes qui ont 16, 17, 18 ans. Qu'est-ce que vous décelez comme qualité? Quelles sont les qualités humaines dont on doit faire preuve? Être à l'écoute de son patient. Je pense que c'est une des premières choses. Je sais pas, c'est que mon avis, la moitié de la consultation. La moitié de la consultation, c'est quoi? C'est du dialogue? Du résultat de la consultation dépend du contact qu'on peut avoir avec le patient. Parce qu'un mauvais feeling avec son patient, le traitement ne sera pas forcément bénéfique à 100%. Je pense que c'est une des premières choses. Et après, par rapport aux études, il va être vraiment motivé. Donc, vous parliez tout à l'heure du nombre d'ostéos qui peuvent sortir tous les ans. Pour les personnes, donc je parle pour les étudiants qui veulent rentrer là, s'ils choisissent un cursus en 5 ans, sortir dans 5 ans, il y en aura encore d'autres qui vont être formés. Donc il faut vraiment être motivé pour suivre cette formation. Je pense que c'est des qualités humaines avant tout, vouloir soigner, vouloir faire du bien et mettre ses connaissances au service d'un patient. Je crois que c'est ça l'essentiel. On a un rapport au patient qui est très 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 proche dans la durée de la consultation. Une consultation, ça dure entre 35 minutes et 45 minutes en moyenne. Donc on a le temps vraiment de faire le tour, de rentrer dans l'intimité du patient et de recevoir des confidences. On a des formations en psychologie importantes, beaucoup d'heures de psychologie pour justement pouvoir appréhender l'être humain dans sa totalité. Et puis après, c'est la technique, l'approche palpatoire qui fera les qualités qui font les différences. Est-ce que vous faites une différence entre les femmes et les hommes? Est-ce qu'on peut établir... Alors, moi, quand j'ai fait mes études d'ostéopathie, on était en majorité hommes, et comme beaucoup d'études médicales. Et là, on s'aperçoit que ça s'inverse. Ça s'est bien inversé. Ça s'inverse totalement. Oui. Mais c'est valable pour toutes les études médicales apparemment, parce que en médecine c'est pareil. Et là, on a une majorité de filles dans nos étudiants. Alors après, les qualités, est-ce que ce sera peut-être parce qu'on a plus de sensibilité, je ne sais pas. En tout cas, elles font d'excellentes ostéopathes, en tout cas. Votre promo est plutôt féminine? Ah oui, nous on est sur une promo de 50 étudiants, on est en moyenne, je crois qu'on doit être 15 ou 16 garçons, quelque chose comme ça. Mais c'est pas forcément une... Je parle par rapport au niveau des gabarits, je ne sais pas si vous parliez de ça aussi, par rapport aux différences entre garçons et filles, par rapport à la pratique, ça se voit pas. Parce que les techniques qu'on nous apprend, c'est des bases et après on peut les modifier pour les adapter à notre... C'est plus des techniques où il faut être musclé. Il y a beaucoup de techniques qui demandent beaucoup de qualité, de finesse. De finesse, palpatoire.
Un internaute qui a été sur votre site, apparemment, nous dit qu'il a vu ou lu sur votre site que vous faisiez un entretien personnalisé après le diplôme. Et il nous demande, oui, mais c'est quoi cet entretien personnalisé, ce suivi personnalisé, pardon. Voilà, c'est pas un entretien personnalisé, c'est un suivi personnalisé. C'est-à-dire que moi, je garde toutes les adresses mail de mes anciens diplômés et régulièrement, je leur demande des nouvelles. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devenez? Et les réponses me viennent, bien sûr, personnalisé et je garde ces réponses, je dis tiens là il est installé là ça marche bien, tiens là il a eu un premier échec mais il a rebondi là et ça nous permet de mieux les suivre. Après on peut les suivre parce que certains reviennent dans notre formation post-grade puisqu'on a mis aussi en place une formation continue avec des séminaires post-grade où on fait venir d'autres enseignants sur 3-4 jours pour continuer. On a une obligation de formation continue. C'est un métier qui évolue beaucoup, avec des nouvelles techniques, avec des nouvelles... Alors, oui et non. Je pense qu'il doit évoluer, mais je pense qu'en 5 ans, on n'a pas tout appris. Et l'évolution, elle est vers effectivement quelqu'un qui sera un peu plus pointu dans un domaine spécifique, comme le domaine du sportif de haut niveau, ou comme le domaine du bébé, du nourrisson, ou comme le domaine de la femme enceinte. Donc on a besoin d'aller se perfectionner, je crois, c'est une nécessité. Et en plus de connaître toutes les nouveautés au niveau médical, bien sûr. Alors vous parliez de bébé nourrisson. On a une question d'un internaute qui nous demande, est-ce qu'on peut se spécialiser en ostéopathie ? Alors, le terme spécialisation ostéopathique, c'est un peu à l'opposé, parce que pour nous, l'ostéopathie, c'est vraiment la prise en charge de la globalité du corps. Mais après, dans sa pratique, il y en a qui seront peut-être plus attirés vers des patientèles de la pédiatrie ou le sportif de haut niveau. Il faut parler quand même maintenant que chaque équipe professionnelle ou a son ostéopathe attaché aux équipes. On envoie d'ailleurs souvent nos étudiants dans l'encadrement d'équipes de sport aussi. Et donc il y a un certain nombre de spécialisations entre guillemets, mais il faut jamais perdre la notion de globalité, quelle que soit la façon dont on va travailler. C'est un sentiment que vous partagez ? Oui, tout à fait. La globalité, c'est vraiment aussi un choix de la discipline qui fait que ça rend très intéressant ce métier d'ostéopathe. Diversité. Ce live arrive à sa fin. Romain Legros et Gilles Decou, merci d'avoir participé à ce live et de nous avoir éclairé sur ce métier d'ostéopathe et des formations qui y mènent. Merci. Merci.